D'un seul coup, notre horizon a changé à jamais. Il y a 50 ans, Neil Armstrong marchait sur la Lune. Un demi-siècle après, le seul satellite naturel de la Terre fascine toujours autant. Bonsoir Gérard Carnoux. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes historien des sciences, théologien aussi, chargé des questions éthiques au sein du Centre national d'études spatiales, le SNES. C'est votre nouveau livre, a pour titre « La Lune m'a dit », c'est aux éditions du Cerf. Alors il est beaucoup question de la Chine en ce moment dans l'actualité avec cette fameuse route de la soie, la route de la soie terrestre, mais la Chine, ne l'oublions pas, est aussi une grande puissance spatiale. Elle l'a démontré récemment, c'était en janvier, en posant un engin spatial sur la Lune, sur la face cachée de la Lune. C'était une grande première. Pourquoi la Lune attise toujours autant les convoitises, selon vous? Mais parce que la Lune, il y a 50 ans, était une première destination. Il s'agissait d'être les premiers, entre Américains et Soviétiques, à se poser sur la Lune, enfin à poser un homme sur la Lune, et que cet homme ou ces hommes reviennent sains et saufs. Aujourd'hui, la Lune, c'est davantage une étape pour aller plus loin. Toutes les agences spatiales qui s'intéressent à la Lune, c'est-à-dire quasiment toutes les agences spatiales, mais également des entrepreneurs privés, nous expliquent que la Lune, eh bien, c'est une base pour aller plus loin, c'est-à-dire pour Mars, dans quelques dizaines d'années ou plusieurs dizaines d'années, bien sûr. Pour la Chine, c'est aussi une manière de montrer sa puissance, de démontrer sa force? Bien sûr, l'espace a toujours été un enjeu stratégique, de domination technologique et aussi politique, en disant « je suis capable, nous sommes capables de faire quelque chose d'aussi extraordinaire que d'aller au-delà de l'orbite terrestre ». Tiens, en fait, la question me vient avant de poursuivre notre entrevue. Pourquoi est-ce qu'un théologien serait-il fasciné par la Lune? Vous me direz pourquoi pas, mais pourquoi pas? Donc c'est vrai que c'est le pourquoi pas. J'ai eu la chance de rencontrer des gens enthousiastes par rapport à l'espace il y a maintenant une vingtaine d'années, qui m'ont filé le virus. Et si vous voulez, on est au-delà de notre petite sphère terrestre et en même temps on regarde notre sphère terrestre. Donc c'est une position absolument extraordinaire. On est presque spirituel au fond. Y compris pour se poser des questions qui sont plus métaphysiques que physiques. Voilà l'objet de ma question. Alors, l'intérêt donc à l'unir 50 ans après la mission d'Apollo, il est aussi, dites-vous, de travailler ensemble. Expliquez-nous. Eh bien, c'est un des paradoxes sans doute de l'aventure spatiale, vieille de plus de 60 ans maintenant, c'est qu'il y a toujours un espèce d'équilibre, alors plus ou moins intéressant, entre la compétition, hein, nous serons les premiers à nous poser sur la Lune, nous serons les premiers à aller sur Mars, voir vraiment le succès technologique ou scientifique, et puis coopérer ensemble. Aujourd'hui, le plus bel exemple, c'est cette station internationale qui tourne au-dessus de nos têtes, avec plusieurs nations, y compris l'Europe, les Russes, les Américains, et qui coopèrent, alors que sur Terre, souvent, on n'est pas tout à fait aussi coopératif. Donc, et ça date déjà début des années 60. Quand Kennedy envoie ou lance son pays dans la course à la Lune, quelques mois plus tard, il propose aux Soviétiques de coopérer. Bon, les Soviétiques refusent, donc finalement, la course a bien lieu. Mais aujourd'hui, cette coopération a lieu, et demain, on espère qu'elle ira encore plus loin. Alors, 50 ans après, on pourrait penser que c'est une facilité, que c'est évident de pouvoir remonter sur la Lune. C'est toujours pas le cas. Pourquoi est-ce que ça relève encore de l'exploit? Parce que nous sommes, comme disait Pascal, au fond d'un petit cachot, ou au fond d'un puits, et que pour sortir de ce puits, il faut développer une énergie absolument colossale. Regardez, décoller une fusée, c'est quand même des choses très puissantes, mais également très complexes. Et plus c'est puissant, évidemment, plus c'est aussi difficile à maîtriser. Et qu'aujourd'hui encore, nous avons du mal à maîtriser cela. Surtout quand il s'agit d'envoyer des humains. Envoyer une petite sonde de quelques kilos, c'est déjà pas facile. Mais envoyer un vaisseau spatial avec toute une structure pour protéger ces hommes et ces femmes, ça relève encore aujourd'hui d'une certaine prouesse technologique. Ça coûte de l'argent. Prenez-vous par exemple Thomas Pesquet pour exemple, vous dites que ça a coûté à chaque Européen une tasse de café. Là, ça coûte combien de tasses de café de remonter sur la Lune aux Européens? Ça dépend de ce que nous allons y faire. Si nous y posons des sondes automatiques, ça coûtera évidemment moins cher que d'y emmener des Européens, des Européennes, pour une mission. La question, c'est de se dire toujours, qu'est-ce que nous voulons y faire? Si nous ne sommes pas capables de répondre à la question « qu'est-ce que nous voulons y faire ?», il vaut mieux rester sur Terre. Mais il y a effectivement plein de choses à réaliser, ne serait-ce que de prendre un peu de distance par rapport à notre Terre. Alors dans votre livre, vous retracez cette aventure scientifique et humaine hors norme, depuis Galilée, en passant par Kepler jusqu'à Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Alors il y a cette phrase « un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité », phrase très poétique, entrée dans l'histoire, peut-être parce qu'elle a été prononcée à plus de 300 000 km de là. C'était un 31 juillet 1969, ça fait donc bientôt 50 ans. Qu'avons-nous appris à partir de cet événement historique, la mission Apollo? Alors,
Scientifiquement, nous avons beaucoup appris sur l'origine même de la Lune, qui est issue d'une collision d'ailleurs d'un corps avec la Terre. Donc sur la Lune, il y a des bouts de terre et inversement. Donc connaissance scientifique, et puis surtout ce regard incroyable d'humains qui font un grand, alors un petit pas, dit Armstrong, mais c'est quand même, comme vous le disiez, un pas de 300 000 kilomètres. Et pour la première fois, des humains peuvent voir la Terre entière, prendre des photos de la Terre entière. Et ça a été un choc pour beaucoup d'entre nous, je pense. Et encore pour aujourd'hui, se dire, mais la Terre, finalement, c'est cette boule, cette bille bleue au milieu d'une grande obscurité noire. Qu'est-ce que ça signifie pour nous de vivre là, à cet endroit-là? On dit souvent, pardonnez-moi, qu'il faut protéger les océans à juste titre, puisque c'est l'immense majorité de la surface du globe. Vous nous rappelez à notre responsabilité face à ce qu'on appelle la terre-mère. Quelle est cette responsabilité ? Eh bien, nous avons acquis, et les missions Apollon l'ont montré, nous avons acquis une maîtrise quand même tout à fait singulière. Je parlais d'énergie tout à l'heure, mais en technologie, mais aussi une maîtrise sur notre environnement. Ça, c'est aussi des satellites qui nous apprennent, ou simplement notre propre, si nous nous baladons à la surface de la Terre. Donc, cette maîtrise, elle est tout à fait exceptionnelle, mais évidemment, maîtrise dit aussi responsabilité. Ouais. Qu'avons-nous fait de cette planète? Quand des astronautes tournent autour de cette planète, ils nous disent, on voit des choses bien. Vous parlez de coopération, on voit quand même des choses moins bien, on voit des pollutions, on voit encore des conflits. Donc il y a bien un terme de responsabilité. La responsabilité, elle est à la hauteur du pouvoir que nous avons acquis. Et pour finir, une question qui taraude l'humanité, peut-il y avoir une vie extraterrestre sur la Lune, par exemple ? Sur la Lune, non. On en a fait le tour et vraiment, c'est un lieu particulièrement hostile. Buzz Aldrin disait une magnifique désolation. Et c'est vraiment une grande désolation. Il n'y a pas de vie telle que nous la connaissons, en tout cas aujourd'hui, de vie possible sur la Lune, sauf à construire des structures extrêmement complexes. Peut-être ailleurs. Mais ça, c'est justement, c'est l'étape suivante. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions donc, sur notre satellite naturel, la Lune Madi, édition du Cerf. Merci Jacques Arnoux. Merci à vous.